Donc, Laurence Daziano, prof à Sciences Po, et Frédéric Ancel. Bonjour, Frédéric. Vous venez nous voir d'ailleurs avec un... Alors, c'est un manuel d'ailleurs, Atlas des frontières. C'est les deux, c'est un atlas, c'est un manuel. Ça sert beaucoup de la première à l'agrégation, puisque les frontières sont au programme systématiquement pour les années à venir. Et donc, je le recommande chaudement. Mais agrègue de quoi? Agrègue d'histoire, de géographie Mais comme vous le savez, maintenant, la géopolitique, on la commence en première. Première leçon de géographie d'ailleurs, une frontière est une ligne politique. Ah, c'est politique. Voilà. La géographie ne décide de rien du tout. On utilise la géographie pour établir des frontières qui ne sont que des conventions. Laurence? Et qui fait ensuite la géopolitique des États, effectivement, et la politique des États. Exactement. Et les frontières ne sont pas qu'interétatiques. D'ailleurs, avec mon camarade Hugo Billard, nous insistons même sur le fait que les frontières, parmi les plus difficiles, brûlantes, sanglantes même, au fond, sont les frontières sociales, au sein même d'un certain nombre d'États. Pensez par exemple à des faubourgs ou des quartiers extraordinairement difficiles, en Amérique latine par exemple, ce qu'on appelle les favelas. Vous avez des frontières sociales qui sont extrêmement marquées au sol. Bien évidemment, on se trouve dans le cadre d'États constitués, mais en réalité, ces frontières sont plus brûlantes que celles. Et même on se trouve dans le cadre d'États, mais limite, enfin, je me souviens, c'était il y a combien de temps, cette image qui nous a tous frappés, du gouvernement mexicain qui veut arrêter un très important trafiquant de drogue, qui envoie l'armée, et l'armée est repoussée. Vous vous souvenez de ces images incroyables? L'armée est repoussée, en fait, par les trafiquants. Et elle est repoussée d'où? D'un espace, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et cet espace était représenté, au sens des représentations lacostiennes de mon maître Yves Lacoste, cet espace était nécessairement représenté par ces gangsters, on va les appeler comme ça, comme un espace quasi souverain. Alors évidemment, on est toujours dans l'État mexicain, mais là, le problème n'est plus du tout là. Et alors, pour le coup, juste finir là-dessus sur ce qui va sans doute être l'un des sujets du moment, c'est-à-dire Taïwan. Oui, la frontière. Mais d'ailleurs, je n'en sais rien. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous, par exemple, Français, République française, la France, comme dit l'autre, on reconnaît envers Taïwan? C'est-à-dire, on reconnaît l'indépendance et la souveraineté de Taïwan? Non, la souveraineté, non. La souveraineté au sens onusien étatique du terme, non, c'est Pékin. Depuis les années 60-70, tous les États, les uns après les autres, reconnaissant, objectivement... Si vous reconnaissez la Chine populaire, vous êtes obligé de ne pas reconnaître... Ça, c'est certain. Pékin refuse catégoriquement, évidemment, de considérer que cet État puisse être souverain. Et les Taïwanais, qui eux se considèrent, qui sont des Chinois, et qui se considèrent comme étant finalement la Chine, la vraie Chine nationaliste de Chiang Kai-shek à l'époque, bon, eux ont l'intelligence politique de ne pas exiger une reconnaissance de souveraineté. Moyennant quoi, le statu quo se maintient. Mais là, pour le coup, vous pointez le doigt sur quelque chose de fondamental, qui sont les frontières maritimes. Puisqu'évidemment, Taïwan est une île, ça n'étonnera personne. Ça, oui. Et donc là, les frontières maritimes, elles sont évidemment contestées par la Chine, puisque, allez, je vais faire un parallèle un peu osé, pour eux, c'est le rail d'Ouessant entre les deux. À partir du moment où Taïwan n'est pas reconnu comme souverain, la Chine considère que les bateaux étrangers ne peuvent pas passer entre Taïwan et les côtes chinoises. Moi, j'irais même plus loin, puisque pour la Chine de Pékin, Taïwan, c'est la Chine, et le fait que Pékin aille à Taïwan, ce qui va quand même finir par arriver, parce que Xi Jinping n'arrête pas de le dire, c'est jamais que unifier un territoire, que c'est une affaire intérieure, et que l'Occident les Américains et l'Occident n'ont absolument rien à dire. Ouais, ça, c'est clair. Voilà. Non, mais vous parlez du rail d'Ouessant, et j'oublie complètement que, avec l'Irlande, on a un sujet qu'on n'arrive absolument pas à gérer. Là, vous avez des frontières qui se superposent. C'est absolument passionnant comme sujet quand on commence à parler des frontières, Frédéric. Oui. Sachant qu'il y a 193 États reconnus à l'ONU, plus une quinzaine non reconnus, et donc vous multipliez le nombre de frontières interétatiques entre ces États, sachant qu'encore une fois, j'insiste là-dessus, vous avez des frontières ethniques, religieuses, sociales, qui viennent effectivement s'ajouter ou se superposer à ça. Donc en réalité, vous avez fondamentalement des dizaines de milliers de frontières sur cette planète. Atlas des frontières, donc aux éditions Autrement. Et alors démarrons avec des frontières qui existent, sans exister, etc. Le Proche-Orient. Donc un an après, un peu plus d'un an après ce qu'on a appelé les accords d'Abraham, je parle sous votre contrôle évidemment, reprise des relations entre Israël et les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc, rencontre plus discrète avec la Jordanie et l'Égypte, un Premier ministre israélien qui avance sur un fil, c'est ça, avec une majorité faite de briques et de broc, mais qui a l'air de s'en sortir. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle donne, Frédéric ?
On peut parler d'une nouvelle donne, ou plus exactement du dernier clou planté dans le cercueil de cette espèce de cette vieille rengaine du conflit israélo-arabe. Le conflit israélo-arabe, il n'existe plus depuis très longtemps. Je ne parle pas du conflit israélo-palestinien, dont c'est le noyau, et qui demeure, alors un conflit de basse intensité, mais qui demeure. Mais le conflit israélo-arabe, écoutez, la dernière fois qu'il y a eu une guerre interétatique, donc entre Israël et un État arabe, c'était en 73, il faut être sérieux. C'est la guerre de Kippour, pardon. Donc ça fait très longtemps. Allez, on va dire 82 avec le Liban quand même. Oui, si tant est que le Liban était réellement indépendant à l'époque. Ouais. Donc, mais vous avez raison, vous connaissez bien, au pire, on peut dire 82. Donc en réalité, on a affaire à des États, comme le Maroc par exemple, bien sûr, les Émirats et Bahreïn, bien sûr, qui avaient déjà ouvert en 96 un bureau d'intérêt commercial avec Israël. Le Soudan, c'est nouveau, mais le Soudan est un pays extrêmement faible. Là, on n'a plus grand-chose en face. Je veux dire par là, inversons le postulat. Les États arabes, la Ligue arabe, c'est 22 États. Au sein de la Ligue arabe, les États qui ne reconnaissent toujours pas Israël, soit sont extrêmement lointains, je pense à l'Algérie, soit sont faillis, effondrés. Je pense à la Somalie, par exemple, ou le Yémen, c'est plus un État. La Libye, c'est plus des États, fondamentalement. Soit la Syrie, mais qui ne sont plus réellement souverains. Parce que M. Assad obéit à M. Poutine, c'est le moins qu'on puisse dire. Et éventuellement même aux Iraniens. Écoutez, il n'y a plus de conflit israélo-arabe. Donc oui, c'est une nouvelle donne, mais j'ai envie de dire que c'est l'officialisation. Même pas avec l'Iran. L'Iran n'est pas un pays arabe. Ah oui, vous avez raison. Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs pays musulmans. Oui, absolument. Il y a quand même encore l'Arabie Saoudite, même s'il y a des échanges entre l'Arabie Saoudite et Israël qui sont sous le radar, mais ils existent. Il y a quand même le fait que pour l'Arabie Saoudite, qui est le leader à la fois du monde arabe, et qui se veut le leader du monde arabe et du monde musulman, il y a quand même cette question palestinienne qui sera à régler avant qu'ils aient une représentation commerciale en Israël. Mais ils finiront par y arriver aussi. Mais il y a encore l'Arabie Saoudite, et ça ne se fera, parce que je pense que ça se fera, que si les États-Unis interviennent. Parce qu'il y a besoin quand même de cette médiation américaine. On l'a vu aussi avec l'accord d'Abraham. Il y a besoin de cette médiation américaine, et ça pose toute la question de quelle sera la diplomatie américaine au Moyen-Orient. C'est un petit peu là-dessus qu'on avait terminé la dernière fois. On en dira un mot, mais ça n'a plus rien à voir avec les plans de destruction de l'État d'Israël des années 70, Laurence. Là, c'est terminé. Non seulement c'est terminé faute de combattants. Enfin, c'est pas... Et qu'est-ce que ça change pour les Palestiniens ? C'est-à-dire, ce que fait Naftali Bennett, là, est-ce qu'à un moment, ça peut... Parce que c'est quand même une situation, alors j'allais dire qui ne peut pas durer. Elle dure depuis... Mais forcément, à un moment ou à un autre, il va se passer quelque chose, et quelque chose de grave, de très grave, autour de ces situations. Oui, à chaque fois qu'il y a une intifada, par exemple, c'est quand même grave pour les personnes sur le terrain. Mais ce n'est pas grave sur le plan diplomatique. C'est triste ce que je vous dis. Moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, avec peut-être une pointe d'optimisme en moins. La précédente, elle a touché Israël en son cœur. C'est-à-dire, des villes israéliennes se sont soulevées, des populations arabes de villes israéliennes se sont soulevées. Il y a un stade qui a été franchi. Est-ce que ça fait pas réfléchir Israël ? Est-ce que ça fait pas avancer la solution, juste trouver une solution à ce conflit endémique ? Quelques milliers de personnes se sont soulevées dans 2 villes. Bon, ça c'est une chose. En même temps, vous avez cette coalition de briques et de brocs, dont vous avez bien fait de rappeler qu'elle était ainsi, mais à mon avis c'est pour ça qu'elle va continuer très longtemps. Dans cette coalition, pour la première fois, il y a un parti arabe et un député arabe qui en sont totalement partie prenante. C'est vrai. Bon, alors si vous voulez, quand vous êtes israélien, un peu nationaliste, que vous n'êtes pas très très pressé de régler la question palestinienne parce que c'est plus qu'un contentieux, oui d'accord, là il y a eu quelques soulèvements. Faites du social et on n'en parlera plus. Faites de l'économie. Faites de l'économique et du social. Mais c'est ce que Netanyahou a fait pendant 10 ans, 12 ans. Et ce qui tient aussi l'accord avec les Émiratis, c'est le besoin qu'ont ces États, que ce soit les Émirats arabes unis, que ce soit Bahreïn et que ce soit le Qatar aussi, c'est que ce sont des petits pays, ce sont des pays qui n'ont pas de marché intérieur, donc pour se développer, ils ont besoin d'investissements étrangers. Ouais. Et qu'est-ce qu'apporte Israël ? Et c'est ça qui intéresse aussi les Émiratis. Israël, il apporte sa culture de la Startup Nation. Là, c'est eux, la Startup Nation. Il apporte tout son savoir-faire en cyber, son savoir-faire dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la santé, et ça, ils en ont besoin. Donc, moi, je pense que c'est par l'économique et par le développement économique qu'on arrivera au bout de ces questions. Et par le renseignement face à l'Iran. Parce que si vous voulez, on a affaire à 4 États. Ça reste un sujet quand même, ça, à l'Iran. Voilà, c'est ça. Ça reste. Et tout à l'heure, vous aviez raison, vous disiez il faut la médiation américaine, c'est vrai. Après, sur les Palestiniens, je pense très sincèrement qu'à peu près tout le monde maintenant, parmi les grandes puissances, se fout complètement des Palestiniens. En revanche, chacun des 4 États arabes signataires des accords d'Abraham a reçu quelque chose d'extrêmement concret des États-Unis.
si vous voulez, et là, par rapport, par exemple, pour le Maroc, l'obtention de la souveraineté, de l'acceptation de la souveraineté, la reconnaissance de la souveraineté américaine sur le Sahara occidental, c'est juste fondamental. Pour les Marocains. Donc à côté de ça, si vous voulez, pareil pour les Là encore, Émirats. guerre endémique. Attendez, face les au Émirats Front arabes unis, Polisario. bah oui, mais les Émirats arabes unis qui reçoivent des chasseurs F-35 Les drones. américains. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour un petit pays comme ça? Il y en avait que deux, il y avait Israël et maintenant il y a eux, avec d'ailleurs l'accord des Israéliens. Écoutez, par rapport à ça, Ramallah, oui, bon, on repassera. Ouais, je comprends. Donc oui, Ouais, vous avez tout à fait raison. Et à côté de ça, ou en plus de cela, il y a bien évidemment le hard power qu'il ne faut jamais négliger. La reconnaissance sur tel territoire dans la souveraineté contestée. Et puis alors là, pour les Émirats, c'est carrément des chasseurs bombardés d'un écrit, quoi. Reparlons économie, là, parce que tu as eu une phrase, c'est ce que Netanyahou fait depuis le développement économique des territoires palestiniens. Non. Y compris. Oh, y compris en les soudant à l'économie israélienne. Massivement, quoi. Enfin, pour le coup, c'est un truc, et on est sur Bismart, chaîne économique, c'est un truc que je ne comprends pas depuis 15 ans, 20 ans que cette histoire nous passionne collectivement. C'est qu'il n'y a pas... Enfin, bon Dieu, c'est tout petit, quoi. Ah oui. C'est tout petit à développer, c'est rien, qu'il n'y ait pas le plan massif d'investissement pour développer ces territoires qui, Oui, j'en mais suis persuadé comme vous, régleraient une grande partie de la question. personne n'a intérêt, enfin personne n'a trouvé encore l'intérêt à le développer. Quand on voit dans les accords d'Abraham, les flux économiques depuis à peu près un an, depuis que les accords ont été signés, c'est encore modeste. Les Israéliens ont investi à peu près 100 millions de dollars aux Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis, c'est 80 millions dans l'autre sens. Les États-Unis avaient cautionné la création d'un fonds qui d'ailleurs a été stoppé par l'administration Biden pour que les pays membres de l'accord investissent ailleurs que dans leur propre pays. Mais personne n'a été intéressé d'investir, que ce soit les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc, et personne n'a été intéressé d'investir non plus à Gaza. Donc, c'était le plan de Kushner, c'était le plan de Monsieur Gendre, c'était le plan le plan Trump, qui était effectivement, qui parlait d'investissement massif sur la Le deal région. du siècle. Oui, c'est vrai, mais en accordant sans doute trop d'importance à l'économie par rapport aux politiques, parce qu'à la fin des fins, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, il vous dit vous êtes bien gentil avec tous vos dollars, mais nous ce qu'on veut c'est des frontières, c'est la souveraineté politique. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais ça Ouais, c'est le premier point. Le deuxième point, Gaza, zone franche comme Shimon Peres, prix Nobel de la paix, feu Shimon je me Peres, souviens. on avait parlé dans les années 80. Vous croyez que ça fera plaisir à l'Égypte voisine, ça? Mais pourquoi pas? Ah mais parce que le port d'El Arish il va être concurrencé. Et l'Égypte va être durement concurrencée dans ses ports par une zone franche à Gaza. Et vous croyez que la Jordanie, qui est l'un des 20 pays les plus pauvres du monde, vous croyez que la Jordanie, avec son petit port à Aqaba, ne va pas être concurrencée par Gaza? Vous plaisantez? Ah non, moi je pense que dans la région, on a beau être empathique, je parle du côté arabe, vis-à-vis des Palestiniens, on l'est jusqu'à une certaine limite. Et la limite, je vais vous dire, elle est de plus en plus étroite, de plus en plus restreinte. pour des pays qui en plus sont en grande difficulté économique, parce que la Jordanie avait été déjà affaiblie par les réfugiés syriens avant la pandémie, donc la pandémie n'a rien arrangé, et l'Égypte, elle, est une économie qui aujourd'hui est totalement subventionnée par l'Arabie Saoudite. Donc ce sont en plus des pays qui sont en difficulté économique, donc ils ne peuvent pas se permettre en plus d'avoir... Mais vous avez quand même, si jamais à un moment la paix s'installe, l'un des potentiels touristiques les plus incroyables du monde. Enfin, cette zone de la mer Rouge est exceptionnelle. Tous ceux qui un jour ont pu mettre des bouteilles et descendre au fond le savent. Manifestement, monsieur a plongé. Monsieur a plongé dans l'espoir et l'optimisme. À tout point. Oui, mais alors là, ça va concurrencer les projets saoudiens qui sont au nord de la mer Rouge. Donc, Non, mais je comprends que l'économie, c'est passionnant. Mais l'économie, c'est du plus et c'est du moins. C'est toujours pareil, mais c'est comme le politique, tout dépend par quel bout vous la prenez. Non, c'est pas du plus et du moins. Pour moi, c'est une mayonnaise qui monte quand on l'agite. Alors, à condition à condition que ça serve l'ensemble des gens qui se trouvent dans la région. Mais à partir du moment où, comme vous l'avez dit, à partir du moment où il y a une concurrence extrêmement rude, les voisins, franchement, ils préfèrent d'abord récolter ce qu'ils peuvent récolter sur leur propre territoire exclusif en termes de tourisme. Un mot du Liban. Enfin, là encore, c'est des souvenirs de jeunes journalistes, mais quand j'ai vu, j'avais complètement oublié, Samir Jaja, donc pardon, si vous avez mon âge, vous êtes intéressé à l'actualité internationale, ça vous dira quelque chose. Samir Jaja, Nabi Berri, c'est-à-dire c'était les chefs de guerre des années 80. Les gars sont toujours là, mais c'est ahurissant, toujours au même endroit, toujours au même poste, toujours à faire la même chose. Je sais pas si vous avez un commentaire là-dessus, je voulais juste dire ça, moi. Tu viens de dire le problème, l'obstacle, pas majeur, fondamental au Liban. C'est-à-dire la constitutionnalisation du confessionnalisme. Voilà. C'est-à-dire que le chef, fils de chef, petit-fils de chef,
dans la quasi-totalité des cas, va remplacer l'État. Et l'État-nation, lui, est un État mollusque, un État extraordinairement faible, disposant de prérogatives fondamentalement très faibles. Donc à partir du moment où on n'arrive pas à virer littéralement, ou à la jeunesse, c'est pas aux Français de le faire, c'est à la jeunesse libanaise, à partir du moment où elle n'arrive pas à virer ces chefs, fils de chefs, petits-fils de chefs, dont les fils seront à leur tour chefs, qui en croquent, il n'y a pas d'autre terme, notamment sur le plan social et économique, le Liban ne peut pas s'en sortir. Et aujourd'hui, la manière de résister de la jeunesse, et c'est assez triste de le dire, c'est de partir. Puisqu'elle est très très éduquée, enfin, elle a un niveau socio-éducatif très élevé, elle s'en va en Occident. Bien sûr. Rien à ajouter, le pays où coulait le lait et le miel. La Suisse du Moyen-Orient. La Suisse du Moyen-Orient. Non mais tu as dit la constitutionnalisation du confessionnalisme. Du confessionnalisme. Ah oui, parce que on doit tous y réfléchir. 18 confessions. On peut y réfléchir parce que jeté par-dessus bord l'État-nation s'est allé au communautarisme, au tribalisme, au clanisme. Voilà. Et je pense que c'est une voie qu'il ne faut pas suivre. Tu voulais dire un mot de Maroc, Algérie oui, triangle. Oui, c'est vrai que c'est un triangle, oui. France, Maroc, Algérie, oui, un triangle diplomatique extrêmement brûlant. Non, simplement ajouter à ce qui a été dit ces derniers jours autour du énième scandale, suscité d'ailleurs surtout par la diplomatie algérienne qui n'a pas apprécié les mots du président de la République évoquant une rente mémorielle, fondamentalement dans la région, et je le dis très très objectivement, on a un allié et un ami difficile. L'ami difficile, ou un État qu'on essaye de faire ami, c'est l'Algérie, mais l'allié c'est le Maroc. Et quand vous regardez les investissements, le renseignement, encore une fois, le renseignement, les accords stratégiques et militaires, les alliances croisées, on retrouve systématiquement le Maroc. Et ça, c'est quelque chose qui est ça relève d'une constante. Et donc ça veut dire, tu dis quoi? La France doit faire un choix? De toute façon, le choix, il est fait. Notre choix, il est fait, et c'est le Maroc. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est ce qui se perçoit très concrètement, très objectivement. Quelles implications ça mais ça rend fou furieux les Algériens. Parce qu'au-delà de la rente mémorielle, ils considèrent qu'eux aussi, ils doivent avoir un rôle à jouer. Alors c'est vrai d'ailleurs dans la... Mais ils sont en conflit les deux, Algérie et Maroc? Ils sont au bord de la guerre. Les frontières sont à nouveau fermées. On est à la limite de la guerre. Mais sur quel motif? Ça m'a échappé, ça. Alors il y a plusieurs... Pardon, je te sais pas. Non, le motif principal, c'est le sort du Sahara occidental. D'accord. Bon, donc le Maroc revendique depuis le départ des Espagnols en 1975 et que l'Algérie a toujours dénoncé. Alors sur le Maroc, et l'Algérie soutient donc le Front Polisario existe encore alors, c'est-à-dire c'est comme... Alors il existe encore, il a pour l'essentiel perdu sur le terrain, il est retranché derrière cette fameuse triple ligne de mur. Alors sur les revendications du Maroc, on peut toujours en discuter, d'ailleurs au sein de l'Union africaine on en discute, à l'ONU on en discute, mais ce qui est sûr c'est que la prétention territoriale algérienne ne s'appuie sur rien. Enfin, sur la bi-océanité peut-être. Mais moi si j'étais algérien, j'aimerais bien avoir une ouverture maritime à la fois sur la Méditerranée et sur l'Atlantique. Donc on peut le comprendre, c'est géopolitique. Et on revient à la géopolitique et à la géographie. Mais sur le plan strictement identitaire et historique, l'Algérie n'a aucune prétention sur le Sahara, alors que le Maroc peut prétendre. Mais alors là, on se retrouve... Laurence, je vous en prie. On se retrouve dans une situation qu'on décrivait aussi quand on parlait de la Chine, c'est-à-dire deux pays qui ont de graves problèmes intérieurs et qui pourraient commettre l'erreur fatale qu'on a vue souvent pendant l'histoire, c'est-à-dire essayer d'en sortir par une offensive patriotique, j'en sais rien, enfin voilà, quelque chose de militaire, parce que si tu dis au bord de la guerre, c'est... Oui. Bon, je pense que l'un et l'autre jouent quand même la carte de la dissuasion, c'est-à-dire que ce que coûterait une intervention militaire, et ils le savent très bien, coûterait davantage, donc serait beaucoup plus lourd que de ne pas faire la guerre, si vous avez compris ma phrase un peu alambiquée. Oui, tout à fait. Et par ailleurs, on dispose quand même de part et d'autre de la frontière fermée des flottes de chasseurs bombardiers tout à fait sérieuses. Donc on risque de se faire très mal. À la fin des fins, pourquoi? Parce que le paradoxe, c'est qu'il n'y a même pas de conflit réellement frontalier entre les deux pays. Sahara occidental, c'est autre chose. Le Maroc, bien sûr, le revendique comme appartenant à son territoire. Mais enfin, entre l'Algérie originelle, disons, d'avant 75, et le Maroc d'avant 75, il n'y a pas réellement de conflit territorial. Donc on a vraiment cette espèce d'approche française, européenne, africaine aussi, puisque chacune des deux puissances se veut aussi une puissance sahélienne. Et là aussi, donc, on est dans une rivalité extrêmement forte. Mais enfin, faire la guerre pour ça, ça coûterait très, très, très cher. Alors, allons en Europe. Tiens, avant la pause, Laurence, la dernière fois, on en avait parlé, on avait fini là-dessus. L'Italie.
Sur le miracle italien. Ouais, Sur l'Italie. l'Italie. L'Italie, 6% de croissance prévue par l'OCDE cette année. Ouais, nous aussi, Même même pas mal. 6,25 nous-mêmes. Donc 6% de croissance qui sont prévus. Grand bénéficiaire du plan d'investissement européen, parce que sur les 750 milliards, il y en a 220 qui sont juste pour C'est l'Italie, qui sont investis essentiellement, ou qui vont être investis essentiellement dans les infrastructures, donc l'école, la santé, les énergies renouvelables, la fibre. Donc un choc, ce qui se veut un choc de compétitivité pour l'Italie, avec une rénovation à la fois du droit de la concurrence, de la justice, parce que tout ça c'est de l'administration, parce que c'est clérosé, sous la houlette d'un Mario Draghi qui conserve sa bonne étoile, sa bonne presse. On l'a dit jusqu'à quand, parce que on voit arriver février 2022 et les élections présidentielles avec un peu d'appréhension. Mais il est quoi? Il est populaire en Italie ou pas, Mario Draghi? Il est populaire au sens où il s'est mis au-dessus des partis. Et même si la situation quasi idyllique que j'étais en train de présenter a quand même quelques faiblesses. Les faiblesses, c'est les jeux politiques italiens, parce qu'il y a quand même toujours des gens que ça gêne quand il y a un leader qui émerge. Et puis, on en parlera peut-être aussi, les prix des matières premières, de l'énergie qui montent et qui donc peuvent affaiblir la croissance italienne. Mais Mario Draghi s'est mis au-dessus de la mêlée et a dit, maintenant, on arrête tout, on est post-Covid, parce qu'il faut quand même aussi se souvenir que l'Italie a été le premier pays touché par la crise Covid en janvier-février en Europe, et que l'Europe a bien rigolé en disant ces Italiens, comme toujours, ils savent pas gérer, ils n'ont pas le système de santé, ils savent pas gérer la petite grippette. Tout à fait. Donc on les a quand même bien laissés tomber sur ce sujet-là, comme on les a toujours laissés tomber sur les questions migratoires. Donc on s'est un peu moqué des Italiens. D'où d'ailleurs sans doute les 220 milliards qui sont quelque part le prix de notre rédemption, quoi. Voilà. Peut-être aussi. Ouais. Et du coup, Mario Draghi, qui est arrivé en Italie, qui est arrivé à la présidence du Conseil, avec son aura de président de la Banque Centrale Européenne, donc quelqu'un qui fait les choses, parce qu'il avait quand même sauvé l'euro aussi pendant la crise 2008-2009, et qui, pour l'instant, arrive à maintenir le couvercle politique qui pourrait, les jeux des partis en Italie, qui pourrait tenter de vouloir le déstabiliser, qui arrive à maintenir ça pour faire ses réformes. Il a mis en place aussi une structure permanente pour gérer les fonds européens. J'ai vu ça. Attends, il faut le décrire, c'est un truc de dingue quand même. Donc, examen tous les 6 mois par la Commission européenne. Alors en plus, il y a des rapports d'étape à envoyer très régulièrement, c'est-à-dire un suivi d'un projet. Mais c'est déjà fléché. Voilà. Oui. Telle semaine vous faites ça, telle semaine vous faites ça, telle semaine vous faites ça. Donc examen tous les 6 mois par la Commission européenne, 10 échéances jusque 2026. Ce ne sera plus Mario Draghi en 2026, en tout cas pas à la présidence du Conseil. Non, mais enfin, quand tu vois que nous, on ne sait pas ce qu'on a fait des 57 milliards du premier plan de Macron en 2017, tu dis, là, il y a on les a vraiment dépensés, mais ça, c'est un autre sujet. Non, on n'en sait rien, je n'ai pas lu ça, c'est surréaliste. C'est vraiment sous étroit contrôle. Mais attends, sous étroit contrôle de la Commission européenne de Bruxelles. Mais donc aussi, est-ce que le souverainisme atavique italien là va pas se réveiller en disant qu'est-ce que c'est que ces fonctionnaires qui me disent qu'il faut que je fasse la route là? Non, parce qu'il y a aussi la conscience en Italie que c'est un moment où ils ont la possibilité d'enrayer la spirale qui descendait. Et que c'est le moment où il y a un moyen de remettre l'économie sur le chemin avec cette manne quand même qui arrive. On joue notre destin, notre crédibilité, notre réputation. Exactement. Et les Italiens en sont persuadés. Enfin, en tout cas, les agents économiques. En tout cas, les agents économiques suivent. Et il y a une réelle demande, c'est-à-dire que ça repart vraiment, notamment en Italie du Nord, mais parmi les projets que développe Mario Draghi, notamment sur les lignes ferroviaires à grande vitesse, c'est vraiment de réduire le fossé qu'il y a avec le Sud, puisque c'est vraiment de relier le Nord et le Sud. Donc la volonté aussi d'investir dans le Sud et pas seulement dans le Nord. Je lisais juste comme ça, mais les taux horaires de rémunération pour production industrielle. Donc, Allemagne, France, on est à peu près à quelque chose près, 35 € de l'heure, voilà. Hein. Les Italiens sont à 28. C'est-à-dire qu'en plus, ils sont ultra compétitifs si jamais, effectivement, leur industrie se modernise. Et se digitalise.
Un mot là-dessus, autour de l'Italie. C'est l'une des puissances oubliées de l'Europe. On n'en parle pratiquement jamais. On parle que de la rivalité entre la France et le Royaume-Uni encore récemment. L'Allemagne, que va faire le couple franco-allemand. Mais en réalité, l'Italie, alors je parle sous ton contrôle, c'est quand même un poids économique tout à fait important. Même industriel. En Méditerranée. Et le nord de l'Italie est extrêmement industrialisé. Et on a toujours... Alors, peut-être moins les Français que les fameux frugaux du nord de l'Europe, mais on a effectivement souvent tendance à s'en moquer. Et tout à l'heure, tu as évoqué les questions migratoires. Ça a été un véritable scandale. Là, pour le coup, l'accord du Dublin a été un véritable scandale. On a laissé les Italiens tout seuls. Et je pense que de ce point de vue-là, il doit y avoir... Alors, sauf que l'Italie ne peut pas s'en sortir seule. Elle ne peut pas nous dire, mais puisque c'est comme ça, moi, vous allez voir, je vais me mettre avec... je sais pas, avec... bon. Mais l'Italie, je pense... Alors, puis en plus, il n'y aurait aucune légitimité à le faire. Parce que les membres fondateurs du traité de Rome s'appellent le traité de Rome, quand même. C'est une certitude. Mais ces dernières années, il y a eu une tentative des Italiens de nous démontrer à nous autres Européens qu'il fallait qu'on s'y intéresse davantage, parce que sinon, après tout, les Chinois pouvaient proposer des choses intéressantes. Il n'y a pas que les Italiens, hein. Le port du Pirée en Grèce, le Portugal avec la plus grande usine productrice d'électricité, mais maintenant... C'est du Portugal qui a été racheté, les grids qui ont été... les grids, c'est-à-dire les réseaux électriques, le réseau grec a été racheté par... Oui, mais ça... Alors, l'Italien risque de suivre ce chemin-là. Pardon les amis, mais ce truc-là, je n'ai pas prévu qu'on en parle, mais juste question courte, et puis alors, question géographe. Que le port du Pirée soit à capitaux chinois, ils vont pas partir avec. Enfin, j'ai jamais compris où était le problème. Jamais compris où était le problème. Si ce sont les Chinois qui investissent et qui développent dans le port du Pirée, je comprends bien pourquoi eux le font, parce que c'est une bonne rentabilité, ils achètent de l'euro, ils mettent de la stabilité dans leurs investissements. Je ne vois pas pourquoi nous, ce serait un problème pour nous. Non, ce serait un problème s'il y avait un coup de tabac. C'est-à-dire si l'adversité systémique qui existait entre l'Europe et la Chine d'une part, ou entre les États-Unis et la Chine d'autre part, pour le coup c'est dit par les présidents américains comme ça, virait au vinaigre. Hein. C'est-à-dire s'il y avait, je vous donne un exemple simple, si demain la Chine intervient militairement à Taïwan, ou établit un blocus naval autour du Japon, que sais-je encore, il va bien falloir qu'on réagisse. Et là, on sera bloqué sur nos propres arrières, dans un certain nombre de domaines potentiellement stratégiques. Ça va empêcher de décharger ce qu'il faut décharger dans le port du Pirée, ça, Frédéric. C'est toi qui le dis. Ah, d'accord. Eh bien oui, parce que le problème, c'est que les entreprises chinoises indépendantes, ça n'existe pas. Une entreprise chinoise, elle est forcément liée au pouvoir. Et puis alors, plus que jamais. Hein. Plus que jamais. Donc ça veut dire en plus donc, bloquer le port du Pirée, c'est bloquer l'économie, parce que c'est quand même un des poumons économiques grecs. Donc ça bloque l'économie grecque. Et l'électricité au Portugal, 80% de l'électricité du Portugal, qui est un pays de l'OTAN. Hein. Mais c'est pareil. Enfin, je veux dire, en un décret, tu nationalises tout ça et puis t'en parles plus. C'est pareil, les réseaux, ils vont pas partir. Alors... Oui, mais nous sommes des démocraties. Donc, d'un trait de plume, on ne nationalise pas tout ça. Pour reprendre ton expression, fin de citation de Stéphane Soumier. Oui, mais parce qu'on joue. Tu veux dire qu'on joue avec un bras dans le dos. Oui, on respecte vaguement l'état de droit, les règles des contrats. Dont se passe très allègrement un pays qui est de plus en plus dictatorial. Je comprends. Justement, on va en parler. La Russie, dans un instant.